Si vous êtes à Caille ou Taoudéni, partout vous nous regardez à travers le monde, soyez les bienvenus. Voici l'heure de votre journal. Le Mali, comme le reste du monde, célèbre ce mardi 16 octobre la Journée mondiale de l'alimentation. Une édition que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, a placée sous le thème Agir pour l'avenir. L'Afrique reste encore le continent le plus touché par la famine et malgré la volonté affichée des dirigeants africains, peu de progrès en tout cas sont perceptibles. Selon le dernier rapport sur l'insécurité alimentaire en Afrique, la FAO a révélé que près de 224 millions de personnes souffrent de faim à travers le continent. Les explications sont avec Ahmadou Diarra. Pour le continent africain, l'avenir semble bien compromis en raison bien entendu des ravages causés par la famine. Au Burkina Faso, par exemple, plus de 2 millions de personnes sont menacées par la famine, comme le révélait en mai dernier le ministre de l'Agriculture, malgré les 81 milliards de francs CFA pour faire face à la famine. Dans son rapport 2017 sur l'insécurité alimentaire en Afrique, la FAO révélait en février dernier que près de 224 millions de personnes souffrent de faim à travers le continent, soit 22,7% de la population totale du continent. Ce chiffre représente aussi 25% des 821 millions de personnes souffrant de faim dans toute la planète. Le continent rencontre des difficultés en matière de sécurité alimentaire, résumait le secrétaire de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Si l'organisation évoque des facteurs naturels comme la sécheresse, les chenilles légionnaires et des invasions d'oiseaux granivores, les facteurs humains ne sauraient être ignorés, le cas des conflits qui consument des pays comme le Soudan du Sud et la RDC. Lors de la conférence des donateurs en mai dernier, l'ONU tirait sur la sonnette d'alarme en parlant de 2 millions d'enfants menacés de malnutrition en RDC du fait des conflits armés ayant provoqué les déplacements de près de 4 millions de personnes. Mais il y a bien pire. En février, l'ONU et le gouvernement sud-soudanais parlaient de 6 millions de personnes menacées par la famine au Soudan du Sud, théâtre d'une guerre civile depuis 2013, 2 ans après l'indépendance. Le facteur humain, c'est aussi et surtout la gouvernance, et c'est là tout le problème de l'Afrique. Un continent où, selon des observateurs, la plupart des gouvernants relèguent au second plan l'agriculture au profit des secteurs comme la défense et la sécurité des dirigeants, alors que certains pays ne sont même pas en guerre ni contre un quelconque État voisin ni contre quelques rébellions. Ces pays qui, en dépit de leur potentialité naturelle propice à l'agriculture, semblent se délecter dans leur posture d'assister en parcourant le monde à la recherche de quelques mères Teresa prêtes à leur donner du pain à titre gracieux. Ce sont aussi ces pays qui inondent les artères de leur ville par des panneaux géants avec des messages pompeux et prétentieux du genre « Agriculture, priorité des priorités ». L'étiquette des repas et les données de base concernant la nourriture au Mali, ici chez nous, sont assez bien connues et généralement assez communes pour l'ensemble du pays. Cependant, la compréhension du système alimentaire suppose que soient mises au jour les lignes de force qui en constituent la trame sociale. 3 de ces axes essentiels sont examinés ici. Celui qui oppose le nécessaire au superflu, celui qui oppose un pôle ethnique à un autre et enfin l'axe traditionnel moderne. Sur chacun de ces axes, un des pôles tend à se développer aux dépens de l'autre. Le jeu de cette bipolarité d'une part et d'autre part les effets combinés de ces lignes de force permettent de mieux cerner la complexité des évolutions. L'actualité à Bamako, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, à travers l'Agence pour la promotion des jeunes, a initié un vaste programme de création d'emplois et de formation des jeunes à travers les chantiers École de haute intensité de main-d'œuvre IMO. L'APEJ, en partenariat avec la mairie de la commune 6 du district de Bamako, a décidé d'aménager la rue 816 de Faladje en pavé et dalle de roche. Le point est avec Amadou Kamara et Abdoulaye Sougoudou. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe stratégique 2 de la composante 1 du PEJ 2, à savoir le renforcement de l'employabilité des jeunes. Les autorités communales de la commune 6 du district de Bamako ont bien apprécié à sa juste valeur l'acte posé par les plus hautes autorités du pays en initiant ce pavage. Le maire et ses 45 conseillers, c'est de remercier le ministre et le gouvernement par rapport à ce sujet et la PEJ. Nous voudrions que cela continue encore dans les autres quartiers à venir. Vraiment, je remercie tout le monde et que les travaux commencent très bien. Ensuite, je remercie notre confrère Moussa Fomba qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet soit réalisé dans ce quartier. L'appel que je lance à la population, c'est d'être assidu et coopératif avec les gens par rapport à ce travail. Que les gens viennent les soulager et
les encourager dans leur travail. Pour le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, ce pavage initié par le département de la jeunesse confirme la volonté affichée du président de la République à œuvrer et promouvoir les actions au profit de la couche juvénile. Je pense que nous sommes très émus ici de voir quand même la réalisation de la volonté du président de la République qui a placé le mandat sur notre jeunesse, mais en mettant l'accent surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Donc aujourd'hui, le lancement des travaux de ce pavage va d'abord permettre à 40 jeunes d'être quand même des entrepreneurs qui vont être formés à travers quand même le dallage pour qu'ils puissent aussi à leur tour employer d'autres jeunes sur d'autres chantiers. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose et je pense que le renforcement du département de la jeunesse à travers l'emploi aussi quand même montre déjà ses effets à travers l'APEJ qui est l'agence pour l'emploi des jeunes. Et donc depuis cette semaine nous continuons quand même à visiter, à participer au lancement des travaux IMO qui touchent des milliers de jeunes dans le district de Bamako et dans d'autres régions. Et je pense que c'est là quand même dénote la plus grande satisfaction de notre jeunesse, mais aussi la préoccupation des autorités, leur volonté à pouvoir mettre la jeunesse au devant de la scène. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a invité les jeunes à plus de rigueur et d'efficacité dans le travail, avant de leur demander de s'unir autour des actions du président de la République. S'inscrit dans le cadre d'un programme de création d'emplois et de formation de jeunes à travers les sentiers écoles de haute intensité à main-d'œuvre. Donc l'APEJ, dans cette dynamique, en partenariat avec la mairie de la commune 6, a initié l'aménagement de la rue 816 d'une longueur de 800 mètres linéaires sur une emprise de 10 mètres linéaires, 7 mètres linéaires de souchets et 3 mètres linéaires de trottoir. Donc ce projet va d'abord créer de l'emploi. Ce projet va également former des jeunes. C'est 40 jeunes qui vont travailler ici tout au long du processus de l'aménagement de cette route. Et ces 40 jeunes après ne seront plus des demandeurs d'emploi, mais ils seront des créateurs d'emploi. C'est près de 400 jeunes qui sont en train de travailler également à Kounoumani pour extraire et tailler les pavés qui seront posés ici. Et c'est également 2 entreprises locales qui ont été choisies pour l'exécution et la fourniture de ces pavés. Et ce projet va également participer à l'amélioration des cadres de vie des populations riveraines et de l'ensemble de la capitale. Et ça va également faciliter la mobilité urbaine. Donc c'est pour dire que c'est un grand projet. Nous nous félicitons de cette initiative. Notre souhait est de continuer encore qu'il y ait beaucoup de rues de Bamako qui seront pavées. Ce projet s'inscrit également dans le programme présidentiel en son axe 3, qui est le développement du capital humain et une inclusion sociale. Le président a dédié son mandat à la jeunesse et dans son programme présidentiel, il est prévu la création de 3000 jeunes entrepreneurs. Et ce projet s'inscrit également dans ce cadre. Donc nous allons y veiller et nous allons travailler pour qu'il y ait beaucoup de rues de Bamako, pour qu'il y ait beaucoup de rues à travers le Mali, des rues qui seront pavées, puisqu'il s'agit également des matériaux locaux. C'est nos matériaux locaux qui seront également valorisés, puisque c'est le pavage à juin sec. Les pavés, les dalles, le sable, et ça va créer également la richesse indirecte. Ceux qui fournissent le sable, ceux qui préparent pour les ouvriers. Donc bref, ce projet participe également de la croissance de notre pays. Signalons que cet aménagement de la rue se fera sur une longueur de 800 mètres de longueur, plus précisément de 787 mètres de largeur, et commencera au niveau de la rue du gouverneur pour prendre fin au niveau de la voie de 30 mètres qui aboutit à la Tour de l'Afrique. Cette action de grande envergure entre dans le cadre du programme présidentiel du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dédié ce dernier quinquennat à la jeunesse malienne. L'actualité en 3e région administrative du Mali, où le village des Côtiers, situé à une cinquantaine de kilomètres de Bougouni dans la région de Sikassou, bénéficie désormais d'une école de 3 salles de classe flambant neuve, financée entièrement par la Fondation Frères du Sud de France avec un coût total de 23 millions environ. L'inauguration a eu lieu dimanche 15 octobre 2018 en présence des autorités locales et coutumières. Le récit est signé Hamadou Diallo.
La Fondation Frères du Sud de France vient de respecter une fois de plus la tradition en offrant gracieusement 3 salles de classe aux populations de Kotié. Les populations bénéficiaires ont étalé toute leur satisfaction et remerciements aux donateurs pour avoir honoré leur engagement. Quant au maire de la commune rurale de Garalo, il estime que le rêve de la population tant attendu est enfin réalisé. Il a par ailleurs demandé aux populations bénéficiaires de faire bon usage de ces infrastructures scolaires. C'est avec une très grande joie et une réelle satisfaction que je m'adresse à vous ce matin. Je dois vous dire qu'un rêve a été réalisé à Kotié par la construction de cette jolie école grâce à un grand combattant pour le développement de nos communes. Je demande au comité de gestion de l'école de Kotié de bien veiller au bon fonctionnement de cette école. S'adressant aux habitants de Kotié, le DECAP exhorte les parents à veiller sur l'éducation des filles. Quant au sous-préfet, il a vivement remercié le donateur pour sa contribution à l'édifice national. En tant que DECAP, je suis vraiment très content. Son importance c'est déjà vu, puisqu'ils ont recruté plus de 50 enfants cette année à cause de ça. La construction de ces joyaux a vu le jour grâce à l'appui personnel du représentant de la dite fondation au Mali, El Hadji Yaya Togola, dont le coût s'élève à environ 23 millions de nos francs. Cette école permettra aux enfants du dit village d'avoir un enseignement de qualité sans desservir d'autres villages environnants pour aller étudier, d'où les motivations du donateur. Les motivations, c'est mon acharnement à trouver les solutions aux différents problèmes scolaires. Nous sommes aujourd'hui à 82 salles de classe effectuées dans le cercle de Bougouni. C'est dans la bagatelle de 23 millions. Pour l'année prochaine, j'ai 3 salles de classe également à faire dans un village ici qu'on appelle Tanla. Donc ils ont souhaité 3 salles de classe. Et puis on va continuer à travailler parce que la fondation m'octroie dans l'année une enveloppe d'à peu près 300 millions que nous mettons dans les salles de classe de droite à gauche, dans les dispensaires, dans les maternités, dans le soin. Pendant plusieurs heures, sous un soleil accablant, le public a savouré des chansons traditionnelles en hommage à Yaya Togola pour son sens de patriotisme et ses actions de bienfaisance dans la localité. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique. De la 3e région, maintenant direction la 4e région administrative du Mali pour la commémoration de la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale à Barawili. Le développement social et de l'économie solidaire a procédé à la remise symbolique d'une moto tricycle dans le cadre des activités de la 3e semaine dédiée aux personnes handicapées. À Seyd Ali Badra Haïdara, fils du guide spirituel des Ansars à Seyd, en tout cas, Chérif Ousmane Madan Haïdara, parrain de la semaine, a fait un don d'une tonne de riz et une somme de 500 000 francs CFA au nom des familles chérifiennes de Tamani et de Bamako à la structure en charge de porter assistance aux personnes démunies. La rencontre a mobilisé les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, ainsi que les Ansars venus des 4 coins du cercle. Envoyé spéciaux Moussa Fomba, Ibrahim Koulibaly. Au Mali, l'esprit de partage et de solidarité est une vertu cardinale depuis la nuit des temps. C'est pour pérenniser et magnifier cet élan de solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables du pays que les autorités ont institué le mois d'octobre comme mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, au même titre que moi, depuis 1995, la nation malienne, soucieuse du bien-être de tous ses fils et filles, a déclaré et dédié tout un mois à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Cette volonté de nos plus hautes autorités a été concrétisée par l'institutionnalisation du mois d'octobre comme mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à travers le décret numéro 01468 PRM du 27 décembre 2001. Au-delà de son caractère institutionnel, le mois de la solidarité interpelle tous les citoyens maliens dans la manifestation de leur devoir de citoyen d'entraide en vue du renforcement de la cohésion sociale et du bien-être des nécessiteux. D'essence
pédagogique, le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion nous donne l'occasion tous les ans de faire le bilan de nos actes à l'égard des personnes vulnérables. Il s'agit entre autres des enfants en situation difficile qui ont besoin de notre compréhension et d'orientation, des orphelins qui méritent notre assistance et accompagnement, les personnes vivantes avec le VIH. Le parrain de la 3e semaine dédiée aux personnes handicapées n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit des autorités du cercle pour la confiance placée en sa modeste personne avant de rassurer les uns et les autres quant à sa disponibilité pour un développement harmonieux du cercle. En cet instant historique, dans les pages de l'histoire de notre pays, mesdames et messieurs, l'émotion rend difficile l'expression de tout ce que nous ressentons. Vous n'êtes pas sans avoir que l'occasion qui nous réunit cet instant même entre dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, dont nous en sommes à la 24e édition. À cet effet, le moment est opportun pour remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ont eu l'initiative d'instituer le mois d'octobre comme mois de la solidarité sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, honorables invités, la 3e semaine de ce mois d'octobre 2018 est dédiée aux personnes handicapées. Et le cercle de Baraouli, d'où je suis originaire et dont je clame fièrement l'appartenance, me fait honneur, en désignant ma modeste personne comme parrain pour la circonstance. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est également un moment propice pour moi de réitérer mes remerciements les plus sincères aux Ansars du cercle de Baraouli, du Mali et du monde entier. Au nom de la famille chérifienne de Tamani et de Bamako, Asseyed Aliyu Badra Haïdara a procédé à la remise symbolique d'une enveloppe de 500 000 francs CFA et 1 tonne de vivres en soutien au développement social et de l'économie solidaire du cercle de Barouili. Les Ansars du Mali, notamment ceux du cercle de Barouili, engagés pour le développement du cercle, ont reçu les hommages du parrain pour leur mobilisation pour la réussite de l'événement. Les Ansars ont également procédé à une remise de dons au centre de santé de référence du cercle de Barouili afin de sauver des vies. Le district sanitaire du cercle qui a énormément besoin de telles initiatives, exprime sa profonde gratitude à l'endroit des Ansars et leurs guides. Dieu sait que le district sanitaire de Baraouli a besoin des initiatives pareilles, puisque présentement, nous avons les demandes en sang sont même supérieures à notre capacité, n'est-ce pas, de fourniture de poches de sang testées aux patients. C'est vraiment une triste réalité. Et ça, nous l'avons remarqué déjà l'année passée, en 2017, où au cours de cette année-là, nous avons distribué plus de 900 poches de sang. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir dans le registre, on est à 3 trimestres, donc 9 mois de l'année, on est à 758 dons de sang déjà effectués. Donc les 2 qui sont en train de donner vont compléter à 760. Donc ça veut dire que ce qu'on a atteint comme chiffre l'année passée en 2017, on risque de le dépasser. Si la disponibilité effectivement des poches, des sangs et des réactifs n'est-ce pas, est assurée. Donc c'est un appel à l'association comme à d'autres bonnes volontés pour vraiment appuyer le district sanitaire de Baraouli pour pouvoir améliorer la qualité des prestations de santé globalement et spécifiquement la transfusion sanguine. A noter qu'au cours de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes des actes barbares du terrorisme, notamment nos vaillants soldats tombés en défendant cette patrie qui nous est si chère. Un mot de l'actualité météorologique. Au Mali, le climat est généralement doux pendant le mois d'octobre, mais ce mois d'octobre-ci est particulièrement chaud selon les explications des spécialistes.
Cette situation est la conséquence d'une situation météorologique au niveau de l'Europe, plus particulièrement en France. Le Mali n'est pas seul face à cette situation qui s'étend sur tous les pays du Sahel via les pays maghrébins. Écoutons les précisions d'un prévisionniste au micro de nos reporters Alhamidou Badini, Baba Keita et Mariam Traoré. Généralement, au niveau du Mali, en année de bonne pluviométrie, la saison commence du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et quelques rares fois, on va jusqu'au mois de novembre. Mais spécialement cette année, la saison de pluie a réellement pris fin le 30 septembre. Et les pluies que nous recevons maintenant sont conséquences d'une situation météorologique qui prévaut au niveau de l'Europe. Plus particulièrement en France, en ce moment précis, si vous suivez les informations, l'air froid est bloqué au sol. Les vents d'ouest sont très humides en altitude. Et tout converge à créer un froid glacial au niveau de l'Europe. Et c'est ce froid glacial-là qui tombe chez nous, qui rentre chez nous. Si vous suivez les événements au niveau de la météo en France, vous voyez que la France est très perturbée aujourd'hui. Et c'est ce froid glacial-là qui descend. Et il est responsable d'alimenter l'atmosphère en air humide. Avec les quelques jours d'ensoleillement qui se passent, il y a en ce moment l'air humide, l'air étant très chargé en humidité. Si vous regardez sur l'ensemble du Mali, l'humidité varie de 80 à 90-95%. C'est très consistant en termes de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Maintenant, avec la chaleur qui est là, ça contribue à la formation des nuages. Nous ressentons ce qu'on appelle la chaleur humide, qui n'est pas habituelle chez nous. Nous sommes habitués à la chaleur sèche. Il fait chaud et sec. Mais il y a une chaleur chaude et humide. Donc la charge en eau de l'atmosphère crée une pression sur nous qui fait que nous transpirons beaucoup. Si ce phénomène se produit au niveau des côtes, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ou au Bénin, au Togo, vous allez voir tout de suite les 10-20 minutes qui vont suivre, il va pleuvoir. Mais nous, non, chez nous, non. Mais il y a des formations nuageuses. Vous voyez, ces derniers temps, il y a eu de la pluie même à Elimane, partout à Nara. Quelques pluies sont enregistrées ça et là. Mais ce n'est pas des pluies qui sont liées à la saison des pluies, mais c'est des pluies qui sont liées à ce qu'on appelle les descentes froides, les gouttes froides vers le Sahel. Ce phénomène n'est pas propre au Mali seulement. Toute la partie sud du Niger est concernée, tout le Burkina, tout le Mali, la Mauritanie, même le Sénégal. Tout est concerné, le Sahel est concerné. C'est une situation, il y a une descente froide de l'Europe, précisément de la France, vers les pays sahéliens, vers le Sahel, mais via les pays du Maghreb. Vous voyez que l'atmosphère même au niveau du Maghreb est perturbée. Il y aura un froid excessif au niveau du Maghreb. Et cela va persister tant que les conditions que je viens de citer, c'est-à-dire le blocage de l'air froid au sol et l'air humide en altitude, avec les vents d'ouest qui sont humides en altitude, ça va entraîner un reflux d'air humide vers nous, vers le Sahel. Voici le point de l'actualité sur la scène internationale. En bref, en image commentée par Hamadou Diallo. La Commission nationale de recensement a achevé sa part de travail dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Dans un rapport transmis ce 15 octobre au Conseil constitutionnel, cette commission chargée de faire le décompte des voix exprimées sur l'ensemble du territoire camerounais et dans la diaspora a conclu à la victoire du chef de l'État sortant, Paul Biya. Ce dernier aurait recueilli 71,28% des voix contre 14,23% pour Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et 6,28% pour Cabral Libi, le président du parti Univers. Des chiffres qui feront l'objet de recours de la part des candidats de l'opposition qui les ont catégoriquement rejetés. En Algérie, 5 généraux ont été placés ce dimanche en détention provisoire. Ils sont mis en cause dans une enquête sur des malversations présumées. À l'approche de la présidentielle de 2019, ces affaires dans la hiérarchie militaire sont scrutées de près. La presse algérienne révèle les noms de ces généraux. Il s'agit du général Menad Nouba, ex-commandant de la gendarmerie nationale, les généraux Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif,
ancien chef de région militaire, et le général Boudiema Boudouaour, ex-directeur des finances au ministère de la Défense. Ils ont comparu pour la 3e fois ce dimanche devant un juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, près d'Alger. À l'issue de cette comparution, le juge a ordonné leur détention provisoire. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint le cap des 200 cas, dont 125 morts, a annoncé vendredi l'OMS, inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région. Cette 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 a été déclarée le 1er août à Manjina dans la province du Nord Kivu. Depuis, l'OMS a constaté une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines, surtout dans la ville de Beni, devenue l'épicentre de l'épidémie, a expliqué Jassarevic. Mais la riposte est compliquée par la situation sécuritaire au nord de Beni, fief du groupe armé ADF, Allied Democratic Force, qui massacre des civils. En France, 2 semaines après la démission de général Colombe, le remaniement ministériel a enfin eu lieu. Jusqu'à présent, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Kastner a été nommé mardi 16 octobre au ministère de l'Intérieur pour lui succéder. Ce remaniement voit également partir Françoise Nissen de la Culture, Jacques Mézard de la Cohésion des Territoires et Stéphane Travers de l'Agriculture. Donné sortant ces dernières semaines, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers cède son portefeuille à l'ancien chef de file des sénateurs socialistes et actuel sénateur RDSE, Rassemblement démocratique et social européen de la Drôme, Didier Guillaume. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a quitté Washington ce lundi 15 octobre à la demande du président américain pour aller rendre visite au souverain Salman. Il s'agit d'évoquer la disparition de Jamal Khashoggi. Selon la chaîne américaine de télévision CNN, le royaume s'apprêterait à reconnaître la mort du journaliste saoudien. L'Arabie saoudite va finalement reconnaître que Jamal Khashoggi est bien mort dans les locaux de son consulat à Istanbul à l'issue d'un interrogatoire qui aurait mal tourné. Avant de vous quitter très rapidement, un mot de l'actualité sportive où les Aigles du Mali ont pu se racheter ce mardi 16 octobre lors du match retour à Bujumbura contre les Hirondelles du Burundi en se neutralisant sur le score de 1 but partout. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Ce score permet donc aux Aigles de garder leur place de leader du groupe C avec 8 points et le Burundi qui était 2e du groupe bascule en 3e place avec 6 points au profit des Panthères du Gabon qui occupent désormais la 2e place avec 7 points. L'information a été rapportée par notre journaliste sportif Issouf Koulibaly. Voilà, ainsi prend fin votre journal de ce mardi 16 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans juste 2 heures de temps, vous aurez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan et je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Inch'Allah.